Imaginez l'aube à la frontière de l'Empire. La brume s'étend, le sol vibre sous les sabots des chevaux, et soudain apparaissent des cavaliers dont le visage n'est pas un visage, c'est du bronze. Ils ne clignent pas, ne sourient pas, ne tremblent pas. L'ennemi cherche des yeux humains, et ne trouve qu'un masque poli qui lui renvoie sa propre peur. Rome avait compris quelque chose que beaucoup d'armées mirent des siècles à découvrir, la guerre se livre aussi dans l'esprit. C'est pourquoi elle créa des casques capables de transformer un soldat en symbole. Ce n'était pas seulement du métal et des rivets, c'était des messages. Pour les adversaires, voici le pouvoir organisé. Pour les alliés, tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Pour le porteur lui-même, tu n'es plus un individu, aujourd'hui, tu incarnes l'Empire. Dans ce voyage, nous allons arracher les couches de ce mythe. Nous verrons des pièces rarissimes retrouvées dans des lieux reculés, depuis des forts perdus dans la pluie de Bretagne jusqu'à des collections qui gardent encore leurs secrets. Nous explorerons comment ces masques étaient forgés, ce que voulait dire leur relief, pourquoi certains semblent faits pour l'arène des parades et d'autres portent les cicatrices d'un usage réel. Nous entrerons dans les tournois équestres où la discipline devenait spectacle, dans les rituels où le militaire et le sacré se touchaient, et dans les contradictions techniques d'un casque qui intimide, mais limite la vision et la respiration. Ce n'est pas seulement de l'archéologie, c'est de la psychologie, de la propagande, de l'identité. Que ressent-on à combattre caché derrière un visage idéal ? Qui avait le privilège ou le poids de le porter ? Et pourquoi, dans un empire si pratique, un objet si rare a-t-il survécu ? Si vous aimez déterrer les couches de l'histoire et regarder le passé en face, même en bronze, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que vous allez découvrir sur ces casques peut changer à jamais votre façon de comprendre le pouvoir de Rome. Tout mystère commence par une découverte. Et dans le cas des casques à masque, l'une des trouvailles les plus marquantes eut lieu dans le nord de l'Angleterre, dans l'ancienne Bretagne romaine. En 1971, une équipe d'archéologues mit au jour dans le fort de Richester quelque chose qui semblait tout droit sorti d'une légende, un casque complet, avec sa masque de bronze intacte. Ce n'était pas un fragment rouillé ni une pièce brisée, c'était un visage métallique qui semblait vous fixer, avec des yeux vides et des lèvres closes dans un silence éternel. Cette découverte, aux côtés d'autres mises au jour plus tard dans des lieux comme Nimègue aux Pays-Bas et Calcries en Allemagne, força les historiens à repenser ce qu'ils croyaient savoir de la cavalerie romaine. Jusque-là, l'image classique du soldat romain était celle du légionnaire, bouclier rectangulaire, casque ouvert, discipline de fer. Mais ces masques suggéraient quelque chose de plus élaboré, presque théâtral. Des soldats qui ne se contentaient pas de combattre, mais qui intimidaient par leur seule présence. Les archéologues découvrirent que beaucoup de ces casques étaient décorés de reliefs très fins, figures de dieux, chevaux au galop, motifs géométriques qui brillaient sous le soleil. Impossible de ne pas penser à une dimension de spectacle, de mise en scène, en plus de leur possible usage militaire. Le plus intrigant est qu'on n'en retrouva jamais en grande quantité. Chaque découverte était isolée, ce qui laissait entendre qu'il s'agissait de pièces d'élite, réservées à quelques privilégiés de la cavalerie. Ce n'était pas un équipement de masse, c'était un symbole de statut, de pouvoir et de rang particulier. La première découverte ne révéla pas seulement un objet, elle ouvrit une porte. Car chaque casque retrouvé par la suite semblait raconter une partie différente de la même histoire, une histoire que nous commençons à peine à déchiffrer. Face à ces casques à masque, une première question s'impose, servaient-ils vraiment à se battre sur le champ de bataille ? La réponse n'est pas si simple. Contrairement aux casques traditionnels, conçus pour offrir une vision claire, une bonne ventilation et de la mobilité, ces masques métalliques épousant le visage représentaient un défi. Les historiens qui ont testé des répliques ont découvert que la visibilité était limitée. Les petites ouvertures pour les yeux n'offraient qu'un champ de vision réduit. Imaginez-vous en pleine charge de cavalerie, avec le soleil se reflétant sur le métal, la poussière soulevée par les chevaux et le vacarme du combat, et ne voir qu'à travers de petits angles étroits. À cela s'ajoutait la respiration. En couvrant complètement le visage, le masque rendait l'arrivée d'air frais plus difficile. Dans une bataille longue, le soldat pouvait s'épuiser plus rapidement. Alors surgit la question, était-il vraiment utile pour la guerre ? Tout porte à croire qu'il n'était pas destiné à l'équipement courant de campagne. Ils auraient plutôt servi dans des contextes très spécifiques, parades, rituels, cérémonies militaires ou peut-être dans des combats de démonstration connus sous le nom d'Hippica Gymnasia, où la cavalerie romaine montrait sa maîtrise lors de spectacles publics qui impressionnaient autant les soldats que les civils. Mais cela ne signifie pas qu'ils étaient dépourvus d'impact sur la guerre. Au contraire, même s'ils limitaient le soldat, ils produisaient un effet psychologique dévastateur sur l'ennemi.
Imaginez affronter un groupe de cavaliers recouverts de visages métalliques inexpressifs, identiques, qui semblaient plus des statues que des hommes. Le masque effaçait l'identité du soldat et le transformait en une sorte de guerrier implacable, presque surnaturel. Ainsi, même si ce n'étaient pas les pièces les plus pratiques pour le combat réel, elles remplissaient une fonction stratégique, inspirer la peur, projeter la puissance et renforcer l'idée que Rome était invincible, jusque dans le domaine symbolique. Car ce qui distinguait l'Empire romain, c'était sa capacité à utiliser non seulement la force, mais aussi la symbolique. Les casques à masque n'étaient pas simplement des pièces de protection, ils étaient des messages silencieux chargés de pouvoir. Le visage métallique, lisse et parfait, effaçait l'individualité du soldat. Ce n'était plus Marcus, Titus ou Lucius, c'était Rome elle-même qui fixait l'ennemi. Cette dépersonnalisation transformait le guerrier en un symbole vivant de l'Empire, implacable, éternel, froid comme le bronze ou le fer qui recouvrait son visage. Dans certains cas, les masques étaient fabriqués en métaux brillants comme le bronze poli, voire recouverts d'argent. Sous le soleil, ils resplendissaient d'une manière presque aveuglante, donnant aux soldats une apparence surnaturelle. Aux yeux de l'ennemi, c'était comme s'ils affrontaient non pas des hommes, mais des dieux courroucés descendus sur terre. De plus, ces masques pouvaient représenter des idéaux esthétiques de l'époque, visage serein, très parfait, évoquant la beauté classique gréco-romaine. Ainsi, le soldat n'intimidait pas seulement, il incarnait aussi l'idéal de ce que signifiait être romain, projetant une supériorité culturelle et militaire. Pour les combattants eux-mêmes, porter un tel masque avait aussi un effet psychologique interne. Couvrir son visage signifiait adopter un rôle, devenir un guerrier différent, laisser la peur derrière soi et assumer le rôle de serviteur absolu de l'Empire. Comme si le métal leur donnait une autre peau, une autre identité. Le visage métallique n'était donc pas un simple accessoire, il était un pont entre l'humain et le divin, entre le terrestre et le symbolique. Et cela explique pourquoi, malgré leurs limites pratiques, ces masques étaient valorisés et utilisés dans des contextes où l'important n'était pas d'exercer le pouvoir, mais de le montrer. Pour mieux comprendre la fonction des casques à masques, il faut les replacer dans leur contexte. Et c'est ici que les spectacles militaires prennent toute leur importance. Tous ces casques n'étaient pas destinés au champ de bataille. En réalité, beaucoup étaient utilisés lors d'événements connus sous le nom d'Hippica Gymnasia, des exercices équestres qui, plus que de simples entraînements, étaient de véritables spectacles. Imagine la scène, un champ ouvert, des dizaines de cavaliers romains portant des armures étincelantes, leurs visages couverts de masques métalliques à l'expression impassible. Aux yeux de la foule, ces guerriers devenaient des héros mythologiques réalisant des manœuvres impossibles sur leurs chevaux. Les casques, avec leur trait froid et parfait, ajoutaient une aura de mystère et de magnificence. Ce n'étaient pas des hommes de chair et de sang, mais des figures presque théâtrales représentant la puissance romaine dans toute sa splendeur. Chaque coup de lance, chaque charge équestre, était à la fois un entraînement et un acte de propagande. L'idée était claire, impressionner les alliés, intimider les ennemis présents et renforcer chez les Romains eux-mêmes la conviction d'appartenir à l'armée la plus disciplinée et la plus glorieuse du monde. Certains historiens pensent même que ces casques faisaient partie d'une scénographie soigneusement planifiée, où l'esthétique comptait autant que la tactique. Le masque, en cachant les émotions, permettait aux soldats d'incarner un personnage, une figure plus grande que nature. En résumé, les casques à masque n'avaient pas seulement un rôle pratique, ils faisaient partie d'un théâtre de guerre symbolique. Et ce théâtre était aussi puissant que n'importe quelle épée ou lance maniée par un légionnaire. Mais au-delà de la spectacularité, les casques à masque témoignent aussi de la capacité technologique de l'Empire romain. Les forger n'était pas une tâche simple. Chaque masque devait être façonné en métal avec une précision quasi chirurgicale, reproduisant des traits humains, des chevelures, voire des expressions idéalisées. Le bronze et le fer étaient les matériaux les plus courants, et certains exemplaires étaient même recouverts d'une couche d'argent pour leur donner un éclat éblouissant sous le soleil. Ce niveau de détail démontre une maîtrise impressionnante de la métallurgie et un soin qui allait au-delà du purement militaire. C'était un art au service de la guerre. Cependant, ces masques avaient aussi des limites évidentes. Respirer à l'intérieur était inconfortable, la chaleur s'accumulait rapidement et la vision se réduisait à de fines fentes pour les yeux. Un soldat combattant pendant des heures avec un tel masque risquait la fatigue, voire la désorientation. C'est pourquoi la majorité des experts s'accordent à dire que beaucoup de ces casques étaient utilisés lors de cérémonies, de défilés ou d'entraînements, plutôt qu'au cœur du combat. Ils servaient davantage comme projection symbolique de puissance que comme instrument pratique de combat rapproché. Car les Romains avaient compris quelque chose de fondamental, la guerre ne se livrait pas seulement avec des épées, mais aussi avec l'esprit.
Montrer à l'ennemi une armée semblant composée d'hommes aux visages immuables, presque divins, pouvait être aussi dévastateur que n'importe quelle charge de cavalerie. Les casques à masque sont donc un parfait exemple de la manière dont Rome combinait technologie, psychologie et art dans un même objet, toujours dans le but de maintenir sa suprématie sur le reste du monde connu. Au-delà de leur utilité pratique, ces casques portaient aussi une signification symbolique, empreinte de religiosité et de mythe. Dans la mentalité romaine, la guerre n'était pas seulement un affrontement physique, c'était aussi un acte sacré. Chaque bataille devait obtenir la faveur des dieux, et les soldats, en couvrant leur visage de masques métalliques, semblaient se dépouiller de leur humanité pour se transformer en représentants d'une force supérieure. Certains masques étaient conçus avec des traits idéalisés jeunes, symétriques, presque parfaits, évoquant la beauté des dieux olympiens. Dans d'autres cas, on ajoutait des détails d'animaux ou de figures fantastiques, rappelant des esprits protecteurs ou des héros de la mythologie. Imagine l'impact sur les peuples conquis, affronter une armée dont les soldats ressemblaient davantage à des statues vivantes qu'à des hommes de chair et de sang. Ce détail transmettait un message clair, Rome n'était pas un adversaire humain ordinaire, mais une puissance bénie par les dieux. De plus, il est établi que dans certains rituels d'initiation, les casques à masque servaient de symbole de transition. Le soldat laissait derrière lui sa vie passée pour assumer un nouveau rôle, celui de guerrier romain, prêt à sacrifier son existence au nom de l'Empire et de ses divinités. En ce sens, ces masques étaient aussi un rappel constant que la vie de l'individu était au service d'une mission plus grande. Ils étaient, en définitive, un pont entre le monde humain et le divin, entre la chair mortelle et la gloire éternelle de Rome. Tous les casques à masque n'étaient pas identiques, et tous les soldats n'y avaient pas accès. Ces pièces reflétaient également les hiérarchies militaires et sociales au sein de l'Empire. Tout d'abord, les officiers de haut rang possédaient généralement les versions les plus ornées. Leurs masques étaient finement travaillés, souvent incrustés d'argent ou décorés de détails dorés, montrant un statut privilégié qui imposait le respect aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du champ de bataille. Ces casques ne servaient pas seulement à protéger, ils étaient aussi une démonstration de pouvoir. Les légionnaires ordinaires, en revanche, portaient rarement des masques complets. Pour eux, les modèles les plus courants étaient des casques plus simples, avec une protection frontale partielle, conçus davantage pour la fonctionnalité que pour l'apparat. Toutefois, lors de défilés ou d'entraînements spéciaux, certains pouvaient porter des masques moins élaborés, dotés d'un symbolisme collectif plutôt que personnel. D'autre part, les casques de cavalerie étaient uniques. Conçus spécialement pour les tournois, les exercices militaires et les démonstrations, ils figuraient parmi les plus spectaculaires. Lors de ces événements, le masque devenait une sorte d'uniforme théâtral, où les soldats cessaient d'être des individus pour se transformer en acteurs d'une représentation du pouvoir romain. Un détail intéressant est que les casques pouvaient aussi s'adapter à l'origine ethnique des troupes auxiliaires. Rome recrutait des guerriers dans de nombreuses régions de l'Empire, et certains masques reflétaient des traits évoquant ces cultures, montrant à la fois la diversité et la capacité de Rome à absorber et à dominer différents peuples. En somme, chaque casque à masque racontait une histoire. Non seulement celle de son propriétaire, mais aussi celle de la place qu'il occupait dans l'immense engrenage militaire de l'Empire. En parlant des casques à masque romains, on ne peut manquer de mentionner les exemplaires les plus célèbres que l'archéologie nous a restitués. Chaque découverte ne révèle pas seulement un objet, mais aussi un fragment de vie et de symbolisme militaire dans la Rome antique. L'un des plus emblématiques est le casque de Richester, découvert en Angleterre. Ce casque de cavalerie, en bronze avec un masque facial complet, aurait été utilisé lors de cérémonies et de défilés. Le plus impressionnant est son niveau de détail, les reliefs décoratifs représentent des scènes mythologiques et des figures guerrières, en faisant une œuvre d'art autant qu'une pièce militaire. Une autre découverte remarquable est le casque de Crosby Garrett, trouvé par hasard en 2010 également en Angleterre. Son masque en bronze, aux traits presque parfaits et aux cheveux sculptés en ondulation, ressemble à un portrait idéalisé. Restauré avec grand soin, il est aujourd'hui considéré comme l'une des reliques les plus spectaculaires de la cavalerie romaine, bien que son usage ait été probablement plus cérémoniel que militaire. Aux Pays-Bas a été retrouvé le casque de Nimègue, qui comprend un masque amovible. Son design permettait d'alterner entre un usage pratique au combat et un usage cérémoniel lors des défilés, montrant comment Rome savait équilibrer fonctionnalité et spectacle. On trouve également le casque de Weiler, en Allemagne, qui se distingue par sa simplicité comparée à d'autres exemplaires, mais dont le style indique qu'il faisait partie d'un équipement de cavalerie destiné aux exercices et aux tournois militaires. Chaque découverte nous rappelle que ces casques étaient bien plus que de simples pièces de métal, ils incarnaient un empire qui cherchait à impressionner, à terrifier et à fasciner, même au-delà de la guerre elle-même.
Les casques à masque romains n'étaient pas de simples accessoires de protection ou de luxe. Leur véritable pouvoir résidait dans l'impact psychologique qu'ils généraient, aussi bien sur l'ennemi que sur le soldat lui-même. Imagine le champ de bataille, des rangées de cavaliers avançant, chaque cavalier au visage métallique figé, sans émotion, reflétant la lumière du soleil. Pour un ennemi habitué à voir des visages humains, cette armée paraissait une horde d'êtres surnaturels, presque divins. Le masque déshumanisait le soldat romain et le transformait en une figure de terreur, en un symbole de puissance impossible à affronter avec courage. Mais l'effet n'allait pas que vers l'extérieur. Il influençait aussi profondément le porteur. En couvrant entièrement le visage, le casque effaçait l'identité individuelle et renforçait l'idée d'appartenance à quelque chose de plus grand, l'Empire, la Légion, le destin de Rome. Le soldat cessait d'être un homme ordinaire pour devenir une machine de guerre, un émissaire de la volonté impériale. L'anonymat du masque permettait de dépasser la peur personnelle et d'endosser un rôle presque théâtral. Le Romain en combat n'était plus Marcus ou Lucius, mais l'incarnation de Mars, le dieu de la guerre. Cette transformation psychologique, bien qu'intangible, pouvait s'avérer décisive dans une confrontation. Les ennemis ne combattaient pas seulement contre des soldats, mais contre une vision du pouvoir, contre un symbole. Et dans la guerre, l'esprit est souvent vaincu avant le corps. Rome le savait et utilisait cette stratégie visuelle comme une arme aussi puissante que les lances et les épées. Pendant longtemps, les historiens ont débattu de l'usage réel des casques à masque. Étaient-ils employés au combat ou réservés aux cérémonies et aux défilés? À première vue, ils paraissent peu pratiques. La visibilité était réduite, la ventilation quasi nulle, et leur poids inconfortable pour de longues batailles. Un soldat en plein affrontement avait besoin de se déplacer rapidement, de voir clairement et de respirer pleinement. Un casque entièrement fermé ne semblait pas être la meilleure option. C'est pourquoi de nombreux experts estiment que ces pièces servaient surtout lors de tournois militaires et de démonstrations de force, comme les Hippica Gymnasia, où la cavalerie romaine réalisait des entraînements qui étaient en même temps des spectacles publics. Dans ces événements, les casques à masque incarnaient un symbole de discipline, de richesse et de statut, montrant que Rome n'était pas seulement forte à la guerre, mais aussi dans la culture visuelle du pouvoir. Cependant, on ne peut totalement exclure leur usage au combat. Certains témoignages et vestiges archéologiques suggèrent que des modèles plus légers et simples ont pu être employés en affrontements réels, notamment par des officiers ou des guerriers d'élite. Leur rôle, dans ce cas, était plus psychologique que pratique, intimider l'ennemi au premier choc, avant même que l'épée ne soit levée. En résumé, ces casques furent bien plus que des armes défensives, ils constituaient un langage visuel, un message de suprématie, réservé à ceux qui occupaient une place particulière dans l'armée romaine. L'un des grands mystères entourant les casques à masque est la maîtrise avec laquelle ils furent fabriqués. Ce n'étaient pas de simples pièces de fer forgées en série pour les soldats ordinaires. C'étaient de véritables œuvres d'art en métal, conçues avec une précision qui surprend encore aujourd'hui. Beaucoup étaient en bronze ou en fer recouvert d'une fine couche d'argent, ce qui leur donnait un éclat presque surnaturel sous le soleil. Cette brillance n'éblouissait pas seulement, mais transmettait aussi un message: le porteur appartenait à une élite. La fabrication de ces casques nécessitait les meilleurs artisans de l'Empire. On pense qu'ils provenaient d'ateliers spécialisés dans des régions riches en métallurgie, comme la Pannonie, la Dacie ou même d'ateliers centraux à Rome. Chaque pièce était unique, façonnée au marteau, puis polie, et souvent décorée de reliefs représentant des dieux, des héros ou des symboles militaires. Le détail le plus impressionnant est l'ajustement. Ces masques n'étaient pas standardisés, ils étaient moulés pour s'adapter au visage du soldat qui allait les porter. Certains semblent même capter des traits humains spécifiques, ce qui a conduit à penser que, dans certains cas, il s'agissait de portraits idéalisés du porteur lui-même. Derrière chaque casque à masque se cachaient des mois de travail, des dizaines de mains expertes et un secret jalousement gardé, la capacité de transformer le métal en un visage immortel. Ainsi, chaque casque était plus qu'un simple objet de protection, c'était une déclaration d'identité, de pouvoir et d'art. Si beaucoup de casques à masque se sont perdus avec le temps, certains exemplaires ont survécu et sont aujourd'hui exposés comme de véritables trésors archéologiques. L'un des plus célèbres est le casque de Richester, découvert en Angleterre au XVIIIe siècle. Il se trouvait enterré à côté des vestiges d'un fort romain et demeure l'une des pièces les plus complètes connues. Son masque métallique, parfaitement poli, reflète l'art et la volonté de provoquer l'étonnement chez ceux qui le voyaient. Une autre découverte impressionnante est celle du casque de Nimègue, mis au jour aux Pays-Bas. Son décor détaillé suggère qu'il ne s'agissait pas seulement d'un objet militaire, mais aussi cérémoniel, probablement utilisé lors de défilés et de spectacles mêlant pouvoir et propagande.
En Allemagne, on a retrouvé le casque d'Augst, qui conserve de fins détails sur les joues et le front, témoignant du réalisme presque troublant de ces masques. Chaque découverte archéologique ne confirme pas seulement l'existence de ces objets, elle nous renseigne aussi sur la diversité de leurs usages, sur l'étendue de l'Empire et sur la manière dont ces casques voyageaient avec les légions, laissant leur empreinte dans différentes provinces. Aujourd'hui, lorsqu'on les contemple derrière les vitrines des musées, ils continuent de transmettre le même mélange de fascination et de crainte qu'ils inspiraient il y a près de 2000 ans. Un sentiment qui nous rappelle que, pour Rome, la guerre était aussi un spectacle. Derrière l'éclat métallique de ces masques ne se cachait pas seulement une stratégie militaire, mais également une dimension spirituelle. Dans la mentalité romaine, porter un masque signifiait bien plus que se couvrir le visage, c'était se transformer. Le soldat cessait d'être un individu pour devenir un symbole, une incarnation de la puissance de Rome, presque un émissaire des dieux. Certains historiens suggèrent que ces masques s'inspiraient de rituels religieux où l'identité se dissolvait pour incarner une divinité ou un esprit protecteur. Ainsi, le soldat qui le portait n'était pas perçu comme un homme ordinaire, mais comme un guerrier consacré. On pense également que ces masques visaient à établir un lien avec la tradition des ancêtres. Dans la culture romaine, les portraits funéraires avaient une grande importance, et beaucoup de ces casques rappellent les visages idéalisés de marbre. C'était comme si l'armée marchait accompagnée par les esprits des morts, renforçant l'idée que Rome ne combattait pas seule, mais guidée par son héritage sacré. De cette manière, ce qui semble à première vue un simple objet métallique devient un pont entre l'humain et le divin. Un outil qui mêlait foi, tradition et pouvoir politique, nous rappelant qu'à Rome, religion et guerre allaient toujours de pair. Aujourd'hui, des siècles plus tard, les masques romains continuent de captiver notre imagination. Leur aspect inquiétant a inspiré des films, des jeux vidéo et des romans historiques où les légionnaires apparaissent comme des guerriers implacables, presque surnaturels. L'image d'un visage de métal sans expression continue de transmettre puissance, mystère et crainte, tout comme dans l'Antiquité. Dans le domaine de l'archéologie, chaque découverte de masques devient une nouvelle mondiale. Des musées comme ceux de Londres, Cologne ou Amsterdam exposent fièrement ces pièces, attirant des millions de visiteurs désireux de contempler de près ce qui faisait partie d'un empire indestructible. Les spécialistes étudient chaque détail, les techniques de fonte, les traces de pigments qui suggèrent que certains masques étaient peints, et même les marques de réparation révélant qu'il ne s'agissait pas de simples ornements, mais d'objets utilisés lors d'entraînements ou de cérémonies. La culture contemporaine a également hérité de cette fascination. Lors de conventions de reconstitution historique, des passionnés forgent des répliques exactes de ces masques afin de revivre les défilés et batailles de l'Empire. Et dans l'art moderne, sculpteurs et designers réinterprètent leur forme comme symbole de force et d'anonymat. Ainsi, l'héritage de ces masques dépasse l'archéologie, il demeure vivant dans la mémoire collective, comme rappel que Rome n'a pas seulement construit des routes et des villes, mais aussi des mythes visuels qui nous bouleversent encore aujourd'hui. Les masques romains sont bien plus que des pièces de métal. Ils sont le miroir d'une époque où la guerre était théâtre, où la discipline se mêlait à la peur, et où un empire avait compris que l'image pouvait être aussi puissante que l'épée. En les observant aujourd'hui, nous ne voyons pas seulement le visage sans expression d'un soldat, mais le reflet d'une civilisation qui a su marquer chaque détail de sa culture. Ils nous rappellent que le pouvoir ne se maintient pas seulement par la force physique, mais aussi par des symboles capables d'intimider, d'inspirer le respect et de créer des légendes. Rome est tombée, mais son héritage demeure. Et ces masques froids et impassibles continuent de nous parler dans un langage silencieux, un langage qui traverse les siècles pour nous dire, la véritable domination réside dans l'esprit. Ainsi se termine notre voyage. Si ce documentaire vous a surpris autant que nous en le créant, partagez-le, abonnez-vous et restez attentifs. Car l'histoire recèle encore des secrets qui attendent d'être découverts. Aidez-nous en likant et en donnant de la visibilité à cette vidéo afin que nous puissions toucher davantage de personnes. Cela nous aide énormément. Merci pour tout, et à la prochaine.